Donc, à commencer par la définition de l'objectif, les moteurs de recherche, etc. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de voir chacun de ces points en détail. Donc, comment réaliser et comment faire ces différentes étapes en détail. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question. Nabil Cher, monsieur, on vient à peine de débuter le semestre. Comment on peut savoir quelle est l'information la plus intéressante puisqu'on est loin d'avoir le bagage technique pour distinguer clairement l'intéressant du moins intéressant? Alors, question intéressante. Ce que vous devez faire, c'est vous mettre quelque part dans la peau de quelqu'un qui fait de la sécurité. Alors, imaginez que vous êtes un RSSI. Un RSSI qui veut dire responsable de la sécurité des systèmes d'information. Vous travaillez dans une entreprise. Hamdine, on ne va pas aller jusqu'au niveau de la souveraineté nationale, etc. Donc, est-ce que, en tant que RSSI, c'est important pour vous de savoir que Google va payer des bug bounty? Non. Quel est l'impact sur votre entreprise? Rien. Ça, c'est une information optionnelle pour vous. Si vous voulez faire du travail en plus, c'est important pour vous si vous êtes un simple consultant, si vous êtes indépendant, si vous êtes étudiant, oui. Par contre, en tant que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la sécurité, ce qui est important pour vous, c'est de savoir qu'il y a une brèche de sécurité qui a un lourd impact. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir que des équipements que vous possédez avaient une vulnérabilité, par exemple, qui n'avait pas de patch pendant 6 mois, une année, et du jour au lendemain, il y a eu un patch. Il est important pour vous de savoir qu'il y a un problème de sécurité qui a touché plusieurs pays. Donc, c'est la gravité de l'événement de sécurité qui définit sa pertinence. Donc, c'est à vous de voir si l'événement de sécurité que vous avez trouvé est-il réellement grave ou non. Donc, apprenez à faire ça. Et comment vous allez savoir s'il est grave ou non? C'est en lisant le document dans sa globalité. Quel est l'impact? Apprenez à estimer l'impact. Je vous donne un exemple. On va vous dire, voilà, il y a une vulnérabilité qui a touché un système propriétaire d'une société X qui se trouve en Inde. Il y a un autre événement qui vous dit, il y a une vulnérabilité qui touche l'OS, par exemple, Windows 7 utilisé par 80% des banques de la planète. Là, il est clair que l'un des deux événements est beaucoup plus important que l'autre. L'un est un événement local qui ne touchera qu'une petite entreprise qui se trouve en Inde, parce que c'est un système propriétaire de l'entreprise qui a impacté les clients de cette entreprise. Maintenant, tout dépend aussi de l'entreprise. Ça peut être une entreprise, par exemple, qui est en Inde, qui a 20 000 clients, ou bien vous avez une entreprise du style Amazon qui a plus de 150 millions de clients. Donc, c'est là les paramètres qu'il faut prendre en considération pour savoir si un événement est important ou s'il ne l'est pas. Alors, donc on revient vers le cours, donc on parlait de la méthodologie. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir étape par étape. Alors, la première des choses, c'est les moteurs de recherche. Donc on avait dit que l'un des moyens les plus simples pour un attaquant, c'est d'interagir avec sa victime de manière indirecte. De manière indirecte, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire sans toucher les systèmes proprement dits de la victime. Pourquoi est-ce qu'il va faire ça? D'abord, ça évite toute détection, parce que je n'interagis pas avec la victime, donc il n'y a pas de détection. En plus, je n'ai aucun risque légal. Je n'ai pas touché ma victime, j'ai essayé de voir des moteurs de recherche, c'est une action légale tout à fait légitime. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on cherche généralement sur les moteurs de recherche? On peut chercher des informations généralistes, par exemple, le nom de l'entreprise, ses URL, des pages de login, les détails. On peut aussi utiliser pas mal de moteurs de recherche. Vous avez par exemple Google, Bing, Yahoo, Ask, AOL, Baidu, qui est le moteur chinois, DuckDuckGo. Vous avez aussi d'autres moteurs de recherche plus spécialisés, tels que Netcraft ou Shodan.
Donc, ou bien on peut avoir d'autres informations à partir de sites web tels que Google Maps, Google Earth, Bing, Private Eyes, Interius, etc. Donc, tous ces sites nous donnent des informations spécifiques à leur domaine de compétences. Par exemple, si je prends Anyhoo bien Private Eye, c'est pour essayer de récupérer des numéros de téléphone, des adresses de personnes. Je peux avoir aussi à chercher des informations financières, donc je vais aller vers Google Finance ou bien vers Yahoo Finance. Je peux essayer d'aller vers des sites de recrutement pour identifier les besoins de l'entreprise. Par exemple, je peux aller sur Monster, Indeed, LinkedIn, ou bien je peux tout simplement utiliser des langages plus évolués pour faire ça. C'est pour cela que vous allez trouver que les moteurs de recherche tels que Google vous permettent d'utiliser des opérateurs de recherche avancés pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des requêtes plus complexes. Maintenant, il y a d'autres techniques, ce qu'on appelle le Google hacking. Alors, le Google hacking, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser les mots-clés de Google. Je pense que vous avez déjà vu ça durant la dernière séance de TD. Par exemple, location, in URL, all in URL, in title, cache, link, etc. Donc, bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, vous les avez déjà vus en TD. Et c'est ce qui nous permet d'utiliser les GHDB, ce qu'on appelle les Google Hacking Database. Donc, c'est quoi? C'est tout simplement une source de données qui permet d'interroger avec une portée assez large le moteur de recherche Google pour cibler vos recherches de manière très minutieuse. Donc, l'attaquant va utiliser ce qu'on appelle les Google Dark avec les opérateurs de recherche pour avoir des informations sensibles sur la cible qu'il est en train de viser. Par exemple, des serveurs vulnérables. Par exemple, je veux récupérer des données sur des caméras live. Vous pouvez le faire et accéder à plein de caméras qui sont publiques sur Internet. Donc là, on va essayer de voir un petit exemple sur comment faire du footprinting sur la voie IP et sur les VPN en utilisant par exemple GHDB. Alors, dans notre exemple, par exemple, si je cherche à trouver des équipements Cisco qui sont configurés pour être utilisés sur des téléphones IP. Par exemple, je cherche les équipements SPA 504G. Donc là, il suffit de faire InTitle, SPA, etc., configuration. Et là, je vais avoir tous les sites qui parlent de la configuration de ces équipements. Si je cherche des portails de voie IP, je mets tout simplement in URL 8080, InTitle login, InText user login English, etc. Donc tout ça, toutes ces commandes sont spécifiques pour cibler votre recherche vers l'information que vous cherchez. Là, par exemple, c'est une information généraliste par rapport au portail de login de voie IP, mais je peux personnaliser ça. Par exemple, je veux savoir si l'USTHB a un portail de voie IP. Il suffit de rajouter dans ma commande site.usthb.dz. C'est-à-dire, dans le site USTHB, est-ce qu'il y a une page de login, etc., etc. Si on le fait par rapport au VPN, si je cherche par exemple les répertoires qui contiennent des clés de serveurs VPN, tout simplement, je mets config InTitle index of InText VPN. Donc là, si vous voulez, c'est des combinaisons avec certains mots-clés qui nous permettent de mieux cerner notre recherche sur les moteurs de recherche Google pour avoir des résultats plus exacts que vous n'aurez pas si vous utilisez par exemple une phrase du type portail VPN contenant des clés. Maintenant, il y a d'autres méthodes de faire des recherches via du footprinting via les moteurs de recherche. Donc là, on peut collecter des informations en faisant la recherche avancée et ce qu'on appelle la recherche avancée d'images. On peut collecter des informations en faisant des recherches inversées d'images, de vidéos, en utilisant des métamoteurs de recherche, des moteurs de recherche FTP et des moteurs de recherche IoT. Alors,
Vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début d'année. Si vous ne m'arrêtez pas pour poser des questions, c'est que vous avez tout compris et que j'ai le droit de vous poser les questions. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Si je fais du footprinting, quel est l'intérêt de faire une recherche inversée d'images? علاش؟ هذا شغل. Monsieur, par exemple, on a une photo de profil D'accord? de quelqu'un وحابين نعرفوا les réseaux sociaux تاعو. C'est un exemple, oui. Un exemple, oui. Donc, C'est تقدر un très bon exemple. تحوس l'image ويعطوك جوجل تعطيك les réseaux sociaux عادي. Parfait. Vous avez donné la bonne réponse. Alors, une autre information qu'on doit chercher quand on fait du footprinting, c'est ce qu'on appelle les noms de domaine de premier niveau, ainsi que les sous-domaines d'une entreprise. Donc, avant de s'attaquer à quelqu'un, il faut savoir par où on peut accéder à cette personne. Donc, où on peut accéder à cette personne, généralement pour accéder à une entreprise, on va accéder via son site web. Donc là, il est utile de retrouver l'URL externe de l'entreprise dans le moteur de recherche. Donc tout simplement, on tape le nom de l'entreprise, on a son site web. Maintenant, une entreprise peut ne pas avoir un seul nom de domaine, elle peut avoir des sous-domaines qui sont affectés à différents départements, ou bien à différentes filiales de l'entreprise, etc. ou autres. Donc là, pour chercher les sous-domaines, on peut procéder via différents services. Par exemple, on peut utiliser le site netcraft.com qui, lui, va essayer de faire une analyse du domaine pour essayer de retrouver les différents sous-domaines. Là, il va procéder par force brute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le domaine principal. Il va faire des tentatives avec tous les mots, toutes les lettres possibles pour retrouver les sous-domaines s'ils existent. Alors, la question que je vous pose, vu que je vous ai dit que Netcraft va fonctionner avec le principe de brute force, est-ce que Netcraft va être du footprinting passif ou bien actif? معليش عاود monsieur. Alors, vu que je vous ai dit que Netcraft va utiliser de la brute force pour rechercher les sous-domaines d'un domaine, est-ce qu'on considère ça comme du footprinting actif ou bien passif? Bon, ça dépend. S'il utilise des sources open source, comme Non, GitHub, je répète, il va faire de la brute force. oui, c'est passif, c'est passif. C'est Voilà. passif, normalement. C'est quoi la définition de passif? Indirect, non? Ça veut dire qu'il n'interagit pas avec la cible. Oui. Oui. D'accord. Si je fais de la brute force sur le nom de domaine, est-ce que j'interagis avec le nom de domaine ou là? Oui, oui, exactement. Dans ce Oui. cas-là, c'est... C'est actif, oui. Ah, non. Tant que vous faites de la brute force sur un nom de domaine, c'est que vous allez interagir avec le nom de domaine. Ou bien vous allez interagir avec le serveur DNS qui fournit le nom de domaine. Donc maintenant, tout dépend de votre outil, comment il va fonctionner. À vrai dire, ça peut être actif comme ça peut être passif. Pourquoi? Parce que vous avez deux cas de figure. Vous pouvez soit interroger le serveur DNS tout simplement en lui donnant est-ce que le nom de domaine existe? Il va vous dire oui ou non. Et dans ce cas-là, c'est passif. Ou bien vous pouvez vous adresser directement au nom de domaine, donc vous connectez au nom de domaine principal et lui envoyer des requêtes au niveau de l'entreprise pour essayer de forcer le passage. Et là, vous êtes dans une logique active. Donc, à vrai dire, quand on fait de la brute force sur les noms de domaine, tout dépend de l'approche qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va interroger les serveurs DNS ou bien est-ce qu'on va s'adresser directement au domaine lui-même et essayer de l'interroger? Alors, une fois que vous avez connaissé les noms de domaine du nom de votre cible, il serait intéressant de trouver la localisation géographique de cette cible. Donc pour cela, généralement, on utilise des outils très simples qui sont à la portée de tout le monde.
ça peut être Google Earth, ça peut être Google Maps, ça peut être Wikimapia. Alors, le but, c'est de connaître l'emplacement physique de la cible. Généralement, pourquoi est-ce qu'on veut connaître l'emplacement physique de la cible? C'est pour pouvoir faire soit du social engineering ou bien d'utiliser d'autres types d'attaques non techniques. Parce que si je me contente de faire des attaques techniques à distance, peu importe pour moi si la cible se trouve en Algérie, qu'elle se trouve en Inde ou bien en Chine. Ça ne change rien. Mais si je veux tenter d'autres approches, par exemple de l'ingénierie sociale, que ce soit en présentiel ou bien à distance, je ne vais pas m'amuser à faire de l'ingénierie sociale avec des employés d'une entreprise sans savoir s'ils sont en Chine ou là aux États-Unis. Parce que l'approche va changer, le langage va changer. Aussi, le fait d'utiliser Google Maps peut me permettre, par exemple, si je veux me présenter à l'entreprise pour faire de l'ingénierie sociale, de savoir où sont les accès des bâtiments, où sont les portes, est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais éventuellement me cacher, est-ce qu'il y a des points faibles sur la sécurité périmétrique. Donc, tous ces paramètres vont m'aider à faire mon ingénierie sociale. Maintenant, dans l'ingénierie sociale, vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques qu'on pourra utiliser. Donc, vous allez avoir par la suite un chapitre dédié à l'ingénierie sociale, notamment du dumpster diving, etc. Alors, l'une des sources d'information les plus privilégiées, c'est les réseaux sociaux. Alors, ce qui est bien dans les réseaux sociaux, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des actions malveillantes pour récupérer l'information. C'est les gens qui vous servent l'information sur un plateau d'argent. Vous n'avez qu'à aller les parcourir pour récupérer toute l'information que vous voulez sur la vie d'une personne. Surtout que vous avez certaines personnes, il prend une photo, أنا نط الصباح، أنا طلعت في الكوس، أنا ديت من القهوة تاعي dans tel endroit. اليوم عندي tel cours, tel cours, tel cours. اليوم j'ai une réunion dans tel endroit. Donc il y a des gens grâce auxquels vous pouvez avoir un bulletin d'information détaillé de leur vie, de leur travail, de ce qui s'est passé dans leur entreprise. Donc, ces gens-là, c'est des mines d'informations. Donc, ce qu'on peut retenir, nous, dans le domaine de sécurité par rapport aux réseaux sociaux, c'est que l'utilisateur va maintenir son profil. Le fait de maintenir son profil, ça veut dire qu'est-ce qu'il va me donner comme information? Il va me donner sa photo, il va me donner son numéro de téléphone, il va me donner son adresse mail, il va me donner sa date de naissance, il va me donner son emplacement, il va me donner ses détails professionnels. Maintenant, moi, ce que je prends en tant qu'attaquant, c'est toutes ces données personnelles que je pourrais utiliser pour faire de l'ingénierie sociale par la suite. Non seulement il va me donner ces données, mais en plus, il va faire plus à l'utilisateur. Il va mettre à jour son profil. Ça veut dire chaque fois que quelque chose va changer, il va me dire « Ah, l'information, elle est devenue obsolète. Il y a une information meilleure. » Donc, notamment les informations personnelles. J'ai eu un enfant, mon frère, etc. J'aurai ses emplacements les plus récents. Donc, je sais, est-ce qu'il est au bureau ou là. Imaginez que je veux faire du social engineering. Je note le bureau à quelqu'un. Je sais pertinemment qu'il n'est pas là-bas, qu'il est en déplacement. Par exemple, en vacances là. Quand je me présente à sa société, voilà, je suis envoyé par telle personne qui est en vacances dans tel endroit, etc. Donc, la secrétaire qui t'a voilà, j'ai un flan, en déplacement dans tel endroit, c'est lui qui m'a envoyé pour récupérer ça. Comment vont vos enfants? Comment va plein de noms qu'elle connaît. Ça va la mettre en confiance. Mais moi, des noms, d'où est-ce que je les ai récupérés? Je les ai récupérés grâce aux mises à jour des informations personnelles que la victime a mis sur ses réseaux sociaux. Peut-être pas uniquement sur un réseau social, mais sur 2, 3, 4, 5 réseaux sociaux. Surtout s'il va mettre des informations sur ses amis, sur sa famille, sur ses centres d'intérêt, sur les activités quotidiennes qu'il fait, sur les événements qui vont venir dans le futur et surtout sur les informations relatives à la technologie de son entreprise, car ça arrive très souvent. Et moi, dans ce cas-là, moi, en tant qu'attaquant, ce qui m'intéresse, c'est surtout les informations relatives à la plateforme et à la technologie et tous les détails professionnels et toute information qui peut m'être utile dans mes futures attaques contre la victime. Alors, pour vous donner un petit exemple sur les erreurs commises par les informaticiens,
Alors, il y a 4 ans de ça en France, c'était au niveau de EDF. EDF, c'est l'équivalent de Sonel Gaz en Algérie. Il y avait un ingénieur qui avait eu un problème sur l'un de ses routeurs Cisco. Donc, un problème de configuration. Donc, sur son mur, il avait écrit Nuit blanche au bureau, j'en ai marre de Cisco et leurs problèmes, etc. Il avait fait un coup de gueule en quelque sorte. Quelqu'un le contacte, il dit voilà, je suis informaticien aussi, je travaille sur les équipements Cisco, est-ce que je peux t'aider? Ils ont sympathisé, le gars lui dit bon voilà, j'ai tel problème, etc. L'attaquant, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu peux m'envoyer une capture d'écran, tu tapes telle et telle commande, tu m'envoies une capture d'écran. Donc, lui envoyait des captures d'écran, l'autre lui donnait quoi faire. Au bout de quelques manipulations, le problème était réglé. L'ingénieur tout content, il remercie le gars, etc. 3 jours après, EDF se faisait pirater. Quand il y a eu l'enquête forensique pour ça, définir les causes du piratage, ils ont découvert que tout simplement l'ingénieur, lorsqu'il réglait le problème, il avait ouvert un accès privilégié à l'attaquant. L'attaquant avait profité de la détresse de la personne sur les réseaux sociaux pour prendre attache avec elle, l'aider à résoudre le problème, tout en lui faisant taper des commandes qui lui ont permis d'avoir un accès privilégié depuis l'extérieur. Alors, si on veut résumer un peu ce qu'on vient de dire sur les réseaux sociaux, donc pour les réseaux sociaux, vous avez plusieurs. Généralement, ils sont surtout utilisés. Ben oui, c'est une attaque d'ingénierie sociale, ça. Alors, l'ingénierie sociale, bon, sans vouloir trop rentrer dans les détails maintenant, consiste à exploiter le maillon faible qui est l'être humain. Abuser de la confiance des gens. C'est aussi simple que ça. On verra par la suite comment le faire, les définitions les plus exactes. Alors, nous avons d'une part les réseaux sociaux. Voilà. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, avec tous les autres sites. L'attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Identifier les événements futurs, identifier les groupes officiels, créer des faux profils, récupérer de l'information financière, faire le suivi de ces groupes. S'il veut faire du footprinting, donc il va voir les centres d'intérêt de la personne, les informations de localisation, les informations concernant les contacts, les informations personnelles et les activités courantes de la victime. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux? Tout simplement parce que récupérer l'information est un jeu d'enfant. C'est des plateformes qui sont très largement utilisées et qui le seront encore beaucoup plus avec le projet Meta. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Meta de Mark Zuckerberg. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, monsieur, le projet de virtualisation. Alors, avant la virtualisation, c'est le projet de fédération des 3 sites de réseaux sociaux que Facebook possédait. Insta, Facebook, WhatsApp. Ensuite, l'utilisation de la virtualisation des lunettes de réalité augmentée pour fédérer le tout et vous faire vivre dans un monde virtuel. Donc, vous imaginez si déjà comme ça, on a accès à toutes ces informations, alors vous imaginez si les gens vont se retrouver dans un monde virtuel où ils peuvent tout calquer. Ce sera une source d'information magnifique pour les gens qui font de la sécurité. Alors, une autre phase de notre travail de footprinting consiste à faire ce qu'on appelle la récolte de listing mail. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de récupérer le maximum d'adresses mail liées à l'organisation pour laquelle on fait du footprinting. Pourquoi les adresses mail? Parce que généralement, on va utiliser ça comme vecteur d'attaque qu'on pourra exploiter lors des phases ultérieures de notre attaque. Aussi, pour ça, il y a beaucoup d'outils que vous allez trouver. Vous avez Harvester, vous avez MailSpider, que vous pouvez utiliser pour récupérer le maximum d'informations. Alors, oui. Pourriez-vous répéter pourquoi exactement les adresses email? Alors, je n'ai pas dit pourquoi.
Alors, mais je vais vous le dire maintenant. Alors, les adresses email, je peux les utiliser pour faire de l'ingénierie sociale déjà. Je peux les utiliser comme identifiant par la suite lors des prochaines phases d'attaque. Je vous donne un exemple. J'ai pu accéder à une partie du réseau. Je dois m'identifier. Généralement, dans les entreprises qui ont un domaine, l'adresse mail, c'est l'identifiant du domaine. Voici un exemple. Alors, il y a aussi, dans certains cas, on est intéressé de récolter les informations financières concernant les entreprises pour connaître son évolution. Généralement, la récupération de l'information financière se fait lorsque c'est des attaques qui se font entre des entreprises concurrentes. Le but, c'est quoi? C'est de savoir quels sont les centres d'intérêt de l'entreprise, quelles sont les valeurs boursières qui l'intéressent, quels sont les futurs projets qu'elle veut faire, etc. Maintenant, ces attaques, on pourra les utiliser, ces informations, pour faire par la suite des attaques de type DNS service, brute force, ou bien attaque par phishing contre cette entreprise. Mais généralement, si vous faites une attaque ordinaire sans être concurrent, ce type d'information n'est pas d'un grand intérêt pour vous. On peut le faire aussi via ce qu'on appelle les hearing sites, ou bien les sites de recrutement. Pourquoi les sites de recrutement? Parce qu'une entreprise qui va recruter va vous dire, par exemple, voilà, nous cherchons des ingénieurs spécialisés sur, disons, Exchange Mail Server. Déjà, le fait de voir une annonce pareille va me permettre d'enrichir ma connaissance sur l'infrastructure de l'entreprise. Une entreprise qui recrute des experts sur Exchange Mail Server, ça veut dire que leur serveur de messagerie, c'est de l'Exchange. Ils ne vont pas recruter quelqu'un spécialisé en Exchange alors qu'ils ont un autre type de serveur de messagerie. Quelqu'un qui va recruter des ingénieurs PHP, c'est qu'il a du PHP. Quelqu'un qui va recruter des gens spécialisés, par exemple, sur du Stansoft, c'est qu'il a du Stansoft comme équipement de sécurité. C'est pour ça qu'il est très important d'aller voir sur les sites de recrutement quels sont les profils demandés par les entreprises. Rien que voir les profils, ça vous donne déjà une idée approximative des systèmes qu'ils possèdent. Donc, c'est pour ça que ces informations techniques que vous allez récupérer vont vous permettre tout simplement d'identifier en partie, je dis bien en partie, l'infrastructure que possède cette entreprise. Donc, les sites que vous allez voir, vous allez dire LinkedIn, Emploatic si vous êtes en Algérie, etc. Alors, on arrive à une autre partie, ce qu'on appelle le Deep et le Dark Web. Alors, qui est-ce qui a une idée sur c'est quoi le Deep et le Dark Web? Est-ce qu'il y a une différence entre le Deep et le Dark? Normalement, le Deep Web, c'est toute l'Internet, comme Hidden Internet, C'est pas tout à fait. comme l'IoT, comme les caméras, tout D'accord. tout ce qui est en ligne, mais on ne voit pas, on n'interagit pas avec D'accord. lui. Ou Dark Web, داخله في الديب ويب صب شوف D'accord. داخله في الديب ويب كيما نهار. Merci, Yago. Alors, comme l'a dit votre camarade et comme c'est écrit sur vos écrans, alors le Deep Web réellement c'est quoi? Alors, vous avez Internet. Internet c'est quoi? C'est des pages web. Comment vous faites pour accéder à une page web? Il suffit uniquement de taper l'URL. Donc, soit je connais l'URL de la page web, donc je le saisis et je suis sur le site web, soit je ne connais pas cette URL. Si je ne connais pas cette URL, je vais vers un moteur de recherche, je mets un mot-clé ou plusieurs mots-clés, et le moteur de recherche va m'envoyer vers la page web. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des pages web qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche. Tout simplement parce que les propriétaires de ces pages web ne veulent pas qu'ils soient indexés. Soit eux-mêmes vont masquer ces pages web, soit ils vont refuser l'indexation. Dans ce cas-là, ces pages web ne peuvent pas être localisées de manière directe à partir de moteurs de recherche qu'on connaît, tels que Google ou autres. Maintenant,
Pour accéder à ces pages web, on doit utiliser un autre moteur tel que Tor ou bien des librairies virtuelles. C'est ce qu'on appelle le Deep Web. Votre camarade vous a donné un exemple, par exemple des objets IoT auxquels on peut se connecter si on connaît l'URL, mais le moteur de recherche ne les reconnaît pas. Seulement, certains IoT ne sont pas dans le Deep Web, elles sont sur le web. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les Google Docs, vous allez pouvoir accéder à ces IoT. Par contre, ce qui est dans le Deep Web, même en utilisant les Google Docs, vous n'allez pas pouvoir y accéder. Maintenant, dans cet ensemble qu'on appelle le Deep Web, il faut savoir que ce qu'il y a dans le Deep Web n'est pas forcément quelque chose d'illégal. Ce qu'il y a sur le Deep Web, c'est des choses qui peuvent être légales ou non ou illégales. Il y a un sous-ensemble du Deep Web qu'on appellera le Dark Web ou bien le Darknet. Dans ce Darknet, c'est un ensemble de sites qui n'ont même pas d'URL généralement, qui sont anonymes et pour lesquels on ne peut qu'accéder que via certains moteurs de recherche, par exemple Tor Browser, Freenet, Idle2P, RetroShare, etc. Et pour lesquels c'est des sites généralement qui ne sont même pas connectés en H24. Ils sont connectés certaines heures de la journée. Et ces sites-là, c'est des sites qui vont contenir généralement du contenu illicite. Je dis bien généralement. Maintenant, en tant qu'attaquant, pourquoi vous devez aller vers ce Deep Web ou bien ce Dark Web? Tout simplement, c'est que vous pouvez acheter déjà des informations confidentielles sur certaines victimes. Par exemple, les détails des cartes de crédit, des informations sur les passeports, des enregistrements médicaux. Généralement aussi, il faut savoir que tous les pirates, quand ils font du stalling d'informations, généralement, ces informations sont vendues. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à voir sur Internet, on vous dit, telle base de données a été volée, elle est mise à la vente à tel prix. Il y a telle base de données qui est proposée à la vente à tel prix. Il est clair qu'il ne faut pas le proposer sur des sites web connus, parce que sinon, ils vont se faire arrêter immédiatement. S'ils vont le faire, ils vont le faire sur le Dark Web, sur des sites qui sont déjà connus sur le Dark Web pour proposer ce type de service. De toute façon, en TD, vous allez avoir un exercice par rapport au Dark Web normalement. J'espère que vous aurez le temps de le faire aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on a récolté assez d'informations sur l'environnement, sur les personnes, etc. Il est temps d'aller en confrontation directe avec notre victime. Donc là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de déterminer quels sont les OS exposés sur Internet. Donc là, il y a certains moteurs de recherche qui vont vous permettre de retrouver les équipements connectés, tels que Shodan. J'espère que vous avez créé déjà vos comptes Shodan en prévision du prochain TP. Je ne sais pas, ça va se faire quand. Apparemment, il y a eu un problème au niveau des salles, donc vous n'aviez pas de salle sur laquelle il y avait Internet. Je pense que le prochain TP, vous allez le faire en ligne, c'est bien ça. Monsieur Pour le le moment, délégué, je peux. Oui, monsieur, bonjour. le prochain TP, vous allez le faire en ligne, c'est ça? Elle n'a pas précisé. Non. Je pense que vous allez le faire en ligne en attendant que le problème soit réglé. Elle va regrouper toute la section pour faire un TP. Si j'ai bien compris. D'accord. Ok, d'accord. Alors, donc vous avez un autre moteur de recherche qui s'appelle Censys, qui va vous fournir une vue complète de tous les serveurs ou les équipements exposés à Internet. Là, il faut savoir que ce n'est pas les deux seuls moteurs de recherche. Ces deux-là, je les ai donnés en tant qu'exemple pour vous permettre d'avoir une idée seulement. Alors, toujours le moteur de recherche Shodan, qui va vous permettre de faire des footprinting de VPN, de voix IP, etc. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les VPN? Parce que souvent, les gens ont tendance à croire qu'un VPN, c'est la protection ultime, qu'un VPN ne laisse pas de traces. Si on est en train de faire des footprinting sur les VPN, ça veut dire qu'un VPN, ça laisse énormément de traces sur Internet. Alors, Monsieur, oui, monsieur, et pourquoi le voice over IP?
Pardon? Non, monsieur, le VPN, j'ai compris l'utilité تاعو علاش نحوسو عليه بصح voice over IP ما فهمتش علاش. Alors, tout simplement parce que la voie IP utilise du VPN généralement. Généralement, vous n'avez jamais un protocole de voie IP qui va circuler en clair. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Généralement, il fonctionne toujours de pair. Alors, la prochaine étape de votre footprinting, c'est ce qu'on appelle la collecte de veille concurrentielle. Donc, comment essayer de récupérer de l'information concernant nos concurrents. Alors, il faut savoir que vous avez des sites spécialisés pour ça. Et généralement, pour la plupart, ils sont payants. Donc, durant ce qu'on appelle le Competitive Intelligence Gathering, on essaie de récupérer le maximum d'informations sur comment les concurrents ont leur politique de gestion, leur politique concurrentielle, quels sont les futurs produits qu'ils vont faire. Donc, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille concurrentielle est non inférente. Et elle doit se faire de manière subtile. Parce que l'une des règles de base de la veille concurrentielle, c'est de ne pas se faire détecter. Oui. Vous pouvez répéter, j'avais des coupures. Alors, je parlais de ce qu'on appelle de la collecte de veille concurrentielle. On disait que c'est un processus qui permet d'identifier, de collecter et d'analyser les informations relatives à vos concurrents à partir de différentes ressources. Internet n'étant que l'une des ressources qu'on va utiliser. Maintenant, cette veille concurrentielle ne doit pas être interférente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne doit pas perturber le fonctionnement de votre cible. Maintenant, les sources d'information, ça peut être quoi? Ça peut être soit les sites web, les annonces de recrutement, les moteurs de recherche, la presse, les rapports annuels, les journaux financiers, les différentes conférences qu'ils font, les brevets déposés, les marques qu'ils vont déposer, l'ingénierie sociale de leurs employés, les agents, les distributeurs qui travaillent avec eux, leurs fournisseurs, leurs clients. Donc, tout ça, c'est des sources d'information. Il faut savoir qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la veille concurrentielle et qu'il y a des outils dédiés à cet effet. Alors, quand on parle de veille concurrentielle, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'informations qu'on peut avoir. Par exemple, quand est-ce que cette entreprise a commencé? Comment elle s'est développée? Alors, vous avez un premier moteur de recherche qui s'appelle Edgar Database. Alors, il faut savoir que c'est un moteur de recherche qui a été développé par le FBI, qui lui-même fait de la veille concurrentielle sur toutes les entreprises de la planète. Et pour avoir accès à ce moteur de recherche, il faut payer déjà, et il faut être, généralement, il favorise les Américains pour avoir ce type d'information. Vous avez d'autres moteurs de recherche, vous avez par exemple LexisNexis, etc. Mais pour la plupart, je le répète, c'est des informations payantes et qui coûtent assez cher. Vous avez un autre type de question qu'on peut poser, c'est quels sont les projets de l'entreprise? Donc, quels sont les projets futurs de cette entreprise? Donc là, vous avez le Alexa pour ça, vous avez MarketWatch, vous avez Wall Street Transcript, etc. Aussi, la troisième question qu'on se pose dans ce type de veille concurrentielle, c'est quelle est l'opinion des experts concernant cette entreprise? Là, bon, c'est beaucoup moins important que les deux premiers. Donc là, vous avez quelques sites aussi qui sont spécialisés, SimilarWeb, Attention Meta, etc. Alors, quand on parle d'avis d'experts, c'est des avis prédictifs généralement. Maintenant, nous avons d'autres techniques, notamment la récolte d'informations via des sites de profilage d'entreprise. Vous avez Open Corporate. Nous avons le monitoring de cibles. Nous avons les groupes, les forums, les blogs, etc. Alors, quand il s'agit de social engineering, donc on avait dit tout à l'heure qu'on collecte l'information sur le site web, les réseaux sociaux. On peut créer des faux profils et on récupère tout type d'informations qui nous intéressent. Bon, là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on en a déjà parlé. Alors, maintenant, quand on a affaire aux sites de médias sociaux,
Donc, on va essayer de traquer ces sites en utilisant différents outils. Il faut savoir qu'un attaquant ne va pas s'amuser à aller sur les réseaux sociaux et à parcourir les pages manuellement. Il va le faire de manière automatisée, pardon. Donc là, vous avez plusieurs outils, par exemple Hashlit, vous avez BuzzSumo, etc. On peut aussi de faire des recherches de localisation sur les sites des réseaux sociaux. Donc là, on va le faire sur Instagram, Twitter, Facebook. Et là, le but, c'est de géolocaliser la victime pour connaître sa position à temps réel. Et là, vous avez aussi d'autres outils. Vous avez Follower Walk, Hooks Suite, etc., qui vont vous permettre de faire du tracking des victimes grâce aux informations que eux ont données. Donc là, vous n'êtes même pas puni par la loi pour l'avoir fait. Parce que si on vous arrête, moi je suis parti sur Facebook, j'ai lu c'est lui qui me dit à temps réel où est-ce qu'il est. Je ne suis pas en train de faire une filature. Donc là, vous avez beaucoup d'outils pour les réseaux sociaux. Le plus intéressant à utiliser, c'est l'outil Sherlock. Bon, Social Searcher, il est un peu moins intéressant à utiliser. Maintenant aussi, on peut faire du footprinting sur les sites web. Donc là, c'est le monitoring et analyser le site web. Donc on peut avoir les logiciels utiliser leur version, les OS, les dossiers, les noms des fichiers, les technologies. Donc là aussi, vous avez beaucoup d'outils, par exemple BugSuite, Zapoxy, etc., que vous allez pouvoir utiliser. Aussi, il est intéressant d'analyser le code HTML pour lire les commentaires qu'il y a dans le code, car souvent les développeurs laissent des commentaires qu'ils vont mettre pendant le développement et qu'ils oublient de supprimer par la suite. Et souvent, dans ces commentaires, il nous m'est arrivé de retrouver même des mots de passe qu'ils avaient mis en tant que commentaires pour faire leur test, après qu'ils avaient oublié de supprimer, et le mot de passe fonctionne toujours sur le code. Toujours dans le cadre du footprinting de site web, on peut le faire via les spiderweb, les outils de mirroring donc pour télécharger le site web et l'analyser chez vous. Vous pouvez extraire des informations via archive.org qui maintient les anciennes versions du site web. Ça vous permet de voir l'évolution du site web et les informations qui ont été supprimées, etc. Vous pouvez utiliser des roadlists pour brute forcer les adresses mail, monitorer des mises à jour, chercher des informations de contact ou bien carrément monitorer le trafic via WebStat, Alexa, etc. On peut aussi récupérer des informations par mail. Alors, généralement, l'entête d'un mail contient énormément d'informations. Je ne parle pas du corps du mail, mais de l'entête. J'ai l'adresse IP à partir de l'adresse mail, la date à laquelle il a été envoyé, l'adresse IP de l'expéditeur, le serveur mail utilisé, le système d'authentification qui est utilisé sur le serveur mail, etc. Donc, c'est toute une batterie d'informations que je pourrais récupérer et qui peut être très utile pour que je puisse mener mon attaque après. Alors, les bases de données Whois, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, on en a parlé la dernière fois. Donc là, il faut savoir que quand on parle de nom de domaine, il faut savoir qu'il y a plusieurs gestionnaires de noms de domaine répartis à travers le monde. Donc, pour l'Afrique, vous avez l'Afrenic. Pour les États-Unis, le Canada, c'est l'ARIN. Pour l'Asie, l'Australie, c'est l'APNIC. Pour l'Amérique latine et les Caraïbes, c'est l'ACNIC. Pour l'Europe, la Russie, le Moyen-Orient, c'est le RIP et le NCC. Il faut savoir qu'on peut toujours géolocaliser une adresse IP. Donc, si j'ai l'adresse IP, je peux connaître l'emplacement exact de cette adresse. Donc, en identifiant le pays, la région, la ville, voire même, dans certains cas, le code postal, la vitesse de connexion, le nom du fournisseur d'accès, le nom du domaine, etc. Alors, pourquoi Whois ne fonctionne pas sur les sites .dz? Tout simplement parce que beaucoup de sites .dz ne fournissent pas les données au site Whois. Pour les sites .dz, je vous ai donné la dernière fois le nom du site. Il s'appelle nick.dz. Donc, allez vers ce site. Je viens de vous l'écrire. Vous allez avoir toutes les informations Whois relatives au site .dz. Parce que tout simplement, le registrar des sites .dz, qui n'est autre que le CRIST, ne transfère pas sa base de données vers les sites Whois. C'est aussi simple que ça.
Alors, on a aussi la possibilité d'extraire les informations à partir des enregistrements DNS. Il faut savoir que les enregistrements DNS fournissent énormément d'informations. Alors, pour les enregistrements DNS, je pense que vous avez déjà vu ça en réseau. Vous avez plusieurs types. Vous avez l'enregistrement A, c'est le pointeur sur les hosts, le MX pour la messagerie, le TXT pour les DNS non structurés, les SOA, les SRV, les PTR, etc. Donc là, je pense que vous avez déjà fait ça. Donc, vous avez plusieurs outils que vous allez pouvoir utiliser, qu'on utilisera par la suite en sécurité pour enregistrer les enregistrements DNS, récupérer toutes les informations utiles et surtout pour pouvoir faire des transferts de zones DNS. Alors, pour faire le transfert de zones DNS, on va utiliser notamment le reverse DNS lookup qui lui nous permet de faire un DNS lookup sur une plage IP afin de localiser les pointeurs DNS correspondants. Ce qui nous permet de retrouver d'autres noms de domaines qui partagent la même adresse IP. Alors, il faut savoir déjà que chez les hébergeurs, une adresse IP n'est pas forcément un nom de domaine. On doit aussi identifier l'étendue du réseau parce que si je trouve une adresse IP chez une société, ça ne veut pas dire qu'elle a une adresse IP unique. Ça veut dire qu'elle peut avoir toute une plage d'adresses IP. Et en parallèle, il peut y avoir des sous-réseaux qui se cachent derrière l'adresse IP publique qu'elle possède. Alors, parmi les outils que vous allez utiliser, bon, je vous retiens encore 5 minutes et je vous libère. Je sais que vous n'avez pas trop rappelé. Vous avez un creux normalement. Alors, parmi les outils, il y a Traceroute, que vous avez déjà vu en réseau, donc on ne s'attarde pas là-dessus. Donc, Traceroute vous permet d'identifier les différents hops, les différents sauts que vous allez faire pour pouvoir atteindre une victime. Donc, nous, en sécurité, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les équipements intermédiaires. Donc, de savoir où est-ce qu'il y a un pare-feu, où est-ce qu'il y a une zone DMZ, pardon, où est-ce s'il y a des serveurs par lesquels je vais passer ou autre. Comment identifier? Il faut savoir, généralement, les pare-feux ne répondent pas quand vous faites un trace-route. Donc, on suppose toujours que les équipements qui ne répondent pas, c'est des équipements de sécurité. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'ingénierie sociale, donc on peut utiliser plusieurs techniques, telles que le eavesdropping, le should surfing, le dumpster diving, ou bien l'imitation. Donc, on avait dit que le social engineering, c'est l'art tout simplement d'abuser les gens et d'essayer de récupérer des informations sensibles de ces personnes. Les informations peuvent être soit les numéros de carte de crédit, dans certains cas, les usernames et leurs passwords, les équipements et les technologies qu'ils utilisent, les OS, l'adresse IP, etc. Si vous avez remarqué tout à l'heure l'exemple que j'ai donné à EDF, les informations que l'attaquant a pu obtenir, c'était tout simplement l'accès privilégié vers le routeur de la victime. L'accès privilégié, comment il l'a obtenu? En leurrant la victime de telle manière qu'elle puisse elle-même saisir la portion de code qui a permis à l'attaquant d'accéder. Alors, le phishing, vous avez, je pense, tous entendu parler du phishing. Alors, Bilkhouja, le phishing, ça vous dit quelque chose? Pas vraiment, mais juste le nom en général. Alors, phishing, c'est la pêche, généralement. En anglais, c'est tout simplement le pêcher. Alors, pourquoi on parle de pêche? Parce que le processus de phishing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imiter un site web, faire un site web qui lui ressemble, de telle manière que la victime ne puisse pas distinguer entre les deux sites web. Et elles vont être pêchées. Elle va être pêchée en saisissant son username et son mot de passe. Et généralement, comment on oriente la victime vers le site web? Soit en lui envoyant un mail avec un faux URL, soit en mettant tout simplement de la publicité sur certains sites malveillants pour inciter la victime à cliquer sur le bouton pour être redirigée vers le site de phishing. Alors, le shoulder surfing, c'est tout simplement le fait de se cacher d'être derrière la cible et regarder, qui compte taper le mot de passe. Aussi bête que ça. Vous pouvez taper le mot de passe à Comora, vous regardez, vous voyez ce qu'il est en train de taper. Le dumpster diving, c'est tout simplement, c'est une technique très ancienne
mais elle est toujours efficace. Allez fouiller dans les poubelles. Aussi simple que ça. Il faut savoir que généralement, effectivement, Hamdini, c'est là qu'on va utiliser les mails que vous avez récupérés tout à l'heure. Alors, dans le dumpster diving, tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez aller vers les poubelles d'une entreprise, fouiller les poubelles, récupérer le maximum de papier et essayer de les lire pour récupérer des informations. Généralement, vous allez trouver des contrats, des projets de contrats déchirés, vous allez trouver des mots de passe, des noms d'employeurs, des noms d'employés. Donc, il y a toujours énormément d'informations utiles dans les poubelles des entreprises. Et généralement, c'est des poubelles propres parce que les entreprises n'ont pas de déchets organiques. La plupart, c'est des déchets papier. Alors, pour faire du social engineering, il y a des outils qui sont utilisés, notamment Matelgo. C'est un outil de data mining qui va récolter beaucoup d'informations sur les victimes. Vous avez du ReconNG, du FOCA, du Billy Cipher, etc. Donc, c'est différents outils que vous allez trouver sur Kali et que vous allez pouvoir utiliser directement en créant uniquement des comptes gratuits. Alors, maintenant, comment se défendre contre le footprinting? Donc, il faut savoir que quelle que soit l'attaque qui existe, il y a toujours des contre-mesures. Alors, concernant les réseaux sociaux, quand on est dans une entreprise, il faut restreindre l'accès aux réseaux sociaux à partir du réseau de l'entreprise pour essayer de protéger au maximum le réseau de votre entreprise. Il faut savoir aussi que les périphériques et les serveurs, vous devez les configurer pour éviter les fuites d'informations. Ça veut dire votre serveur, quand on lui fait du nmap-o, il ne doit pas automatiquement donner la version de son serveur ou bien la version de son OS. On doit apprendre à nos employés à ne pas divulguer n'importe quelle information et à n'importe qui. Donc, il faudra sensibiliser et éduquer les employés. Il faut éviter de révéler les informations sensibles dans les rapports annuels, empêcher les moteurs de recherche de mettre en cache les pages web et désactiver les informations de géotag. Alors, si on essaye de résumer un peu les choses, mettre en place une stratégie de sécurité, désactiver le listing des dossiers, limiter les informations que vous allez mettre dans vos rapports annuels, protéger vos mots de passe, former vos employés contre l'ingénierie sociale, utiliser un chiffrement robuste, limiter les informations que vous allez mettre dans la presse, utilisez vous-même du footprinting pour essayer de découvrir les informations sensibles de votre entreprise. Donc, testez vos propres systèmes et surtout configurer des zones de sécurité. Donc, on arrive à terme du cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez... c'est pas réellement du pentesting, Richard, c'est beaucoup plus là, un audit. Le pentesting, il est intrusif. Là, on n'est pas vraiment intrusif. Là, on est en train d'effleurer en surface. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Si vous n'avez pas de questions, on arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous avez TD, je pense, l'après-midi. Oui. Donc, vous allez faire votre TD. Durant le TD,